Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet et un gros boom pour une nouvelle vidéo. Vidéo particulière, spéciale, qui sort de l'ordinaire, avec le top du cœur du Captain Crochet, comme tu peux le voir sur cette illustration. Ouais, le Captain Crochet, c'est moi. Et si vous vous souvenez bien, en fin d'année dernière, j'avais fait avec Antoine de 130 livres et Nicolas de Culture Box mon top 10 du GOAT, enfin des greatest of all time, mon top 10 all time, selon le Captain. Évidemment, les top 10, ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, tu ne peux jamais sortir de la subjectivité, mais dans ce top-là, j'avais exprimé ce que je considérais comme les meilleurs des meilleurs. Ça avait fait débat, on avait surtout passé un bon moment, puisque tout cela n'est qu'un prétexte pour parler de notre passion commune qu'est la boxe. Et aujourd'hui, justement, la subjectivité, on va la prendre à bras le corps, complètement. La tentative d'objectivité, elles vont à la poubelle, et je vais vous présenter mon top 10 du cœur, c'est-à-dire mes boxeurs préférés. Et c'est bien difficile de réaliser un top 10 comme ça. Ça vaut ce que ça vaut, ça tient pour l'instant, parce que généralement, c'est un top 10 qui peut changer à la seconde près, mais il arrive à tenir là depuis quelques jours, donc on va l'utiliser comme ça, même si j'adore des centaines et des centaines et des centaines de boxeurs, comme vous tous. Et donc, pour faire ce top 10 du cœur, j'ai besoin d'un jury de nouveau. Et quel meilleur jury que mes corsaires? C'est quoi mes corsaires? C'est les abonnés qui choisissent l'abonnement payant pour avoir à chaque fois les vidéos en exclusivité, en avance sur tout le monde, des lives exclusifs pour eux. Voilà, mes corsaires, on est quelques-uns et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des corsaires avec moi pour juger de ce top 10. Va-t-il être bon? Va-t-il être mauvais? Ils vont nous le dire tout de suite. Alors je vous présente déjà mon premier corsaire. Voilà, il n'hésite plus à écouter le Captain, même au travail, ça me fait extrêmement plaisir. C'est Corsaire Boris. Comment ça va, Corsaire Boris? Salut Captain et salut à tous les corsaires d'abord, en premier lieu, et à tous les pirates dans un second temps. Voilà, tu vois, il y a une hiérarchie. Et voilà, il y a une hiérarchie dans la société et même sur YouTube. Tout à fait. Merci Boris d'être avec moi pour faire le jury aujourd'hui de ce top 10. On va bien s'amuser. Tu participes aussi dès que tu le peux aussi au Libre Antenne, évidemment. Voilà. Évidemment, mais tu n'es pas seul aujourd'hui. Et je suis accompagné d'un autre corsaire qui s'appelle Seb. Et aujourd'hui, il est chez Seb. Comment ça va, mon corsaire? Salut, capitaine, et salut à toute la piraterie. Ça va très bien. Ça va très bien. Bah écoute, un corsaire de plus pour juger du top 10 de cœur du Captain, c'est parfait, mais il en faudra un autre. Voilà. Là, heureusement que tu t'es appelé chez Seb, parce que on a un autre corsaire qui s'appelle Seb et qui répond toujours présent. Salut Seb, comment ça va? Salut Captain, ça va très bien. Voilà. Ça se passe bien. Bon, tant mieux pour vous tous, les amis. Ça me fait plaisir qu'on soit ensemble. Donc, avant de commencer, les amis, êtes-vous toujours satisfaits de cette expérience corsaire? Ah oui, parfaitement, oui, tout à fait. Nickel. Et je n'ai pas mis de flingue sur la tempe d'aucun. Voilà, je n'ai kidnappé personne. Et voilà, il n'y a aucune rançon qui rentre en jeu. Merci, évidemment. Donc, les gars, est-ce que vous êtes prêts pour ce fameux top 10 du cœur? On attend que ça. C'est parti. Ok, bah très bien. Alors, les amis, top 10 du cœur. Top 10. Mais vous me connaissez. Je suis obligé de tricher un peu. Hein, je suis obligé. Donc, on va pas être très regardant à simplement être strict sur 10 noms. Il va y avoir plus de noms qui vont être évoqués, mais il y aura quand même 10 positions. Je vais m'expliquer, il y aura quand même 10 positions. Voilà. Parce que je pense que c'est 10 positions qui représentent un peu des philosophies de boxe ou des approches qui sont légèrement différentes. Et c'est des approches que je prends de temps en temps selon les humeurs. Alors ça a été, comme je vous le dis, très très dur. Je suppose que pour vous aussi, faire un top 10 de vos boxeurs préférés, c'est extrêmement dur parce qu'on n'en aime pas 10, on en aime des dizaines et des centaines de boxeurs. Donc c'est extrêmement difficile.
Et c'est très fluctuant. Bon, depuis quelques jours, là, la liste s'est arrêtée à ça et elle tient. Donc, on va la faire tout de suite. Et roulement de tambour, on va commencer avec la 10e position. Mais attention, la 10e position, j'avais envie de choisir de mettre cette position-là sur tout ce qui était une approche d'étudiant, de student of the game. C'est-à-dire quand tu as besoin, alors qu'on entend les amis autour de peut-être de Seb. Alors, ce que je voulais vous dire sur la 10e position, c'est... Tiens, est-ce que tout va bien les amis? Oui. Tout va bien. Tout va bien. C'est une approche, tu sais, qu'est-ce qu'il faut quand tu as l'impression que c'est techniquement presque parfait et qu'il faudrait, si jamais tu allais encore à la salle, il faudrait répéter ce que tu viens de voir. Voilà. Il y a des figures comme ça dans la boxe qui représentent ça. Je te dirais que j'aurais pu mettre en 10e position Oscar de la Hoya. Tu vois? J'aurais pu. Il rentre là-dedans, tu sais, dans le fait d'avoir été merveilleux à voir boxer, à avoir essayé d'imiter à la salle, tu vois. J'aurais pu aussi mettre Salvador Sanchez, que j'ai mis dans mon top 10 all-time. Voilà. Mais finalement, ça s'arrête à une autre figure que j'ai adoré regarder dans cet état d'esprit, vous comprenez bien. Mon numéro 10, c'est Terry Norris. Terry Norris, les gars, c'est mon numéro 10. J'ai adoré le regarder boxer. J'ai un Norris qui boxe, généralement, ça peut, sur certaines de ces soirées, ça peut être une école de boxe qui se regarde, tu vois. Et enfin, à chaque fois qu'il faut revenir aux fondamentaux, j'adore revenir à Terry Norris. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis? On va commencer avec toi, Boris. Donc, si je comprends bien, ton critère, c'est ce que tu aimes regarder, ce que tu aimes oui. ce que tu aimes voir, et dans le sens où tu voudrais répéter ce que tu vois. C'est ça? Pour cette position, j'ai beaucoup d'approches. Ce que j'essaie d'expliquer, j'ai des approches différentes quand je regarde des combats. Mais Oui. tu sais, ça peut être, tu sais, je veux voir quelque chose d'extrêmement courageux ou d'extrêmement violent. Ouais. Mais tu peux aussi, il y a des jours où tu regardes des trucs en étant comme ça, en étant beaucoup plus étudiant, en étant, en essayant, voilà. Et dans cet état d'esprit-là, dans mon top 10, quand j'ai cet état d'esprit-là, il y a un mec qui revient souvent, c'est Terry Norris, et donc, il fait partie de mon top 10 du cœur. D'accord, d'accord. Bah, moi, je te dirais que pour moi, il n'y serait pas, parce que dans le top 10 du cœur, il serait peut-être dans le top 10, on va dire, pas all-time, mais si on prend clairement les performances et ce que je vois, peut-être. Mais le top 10 du cœur, pour moi, il y a obligatoirement l'histoire du bonhomme. Tu vois, limite sa biographie, si tu veux. D'accord. Si ça m'a touché, si ça m'a pas touché, c'est un tout. Ok. Mais y a rien à dire, hein, moi. Non, mais sûr. Je valide. Tu valides, mais sans trop d'évocation. Est-ce que chez les Seb, Terry Norris vous évoque plus de choses? Alors moi, personnellement, non, pas trop. Je suis un peu trop casu pour Terry Norris. Par contre, c'est vrai que si tu prends un critère de student boxing, pour moi, je mettrais plus quelqu'un comme James Toney, par exemple. Ouais. Ah ouais. Ouais, ok. Et toi, Seb? Ah bon, excuse-moi, t'entends? Ah ouais. Voilà, Je t'en prie. vas-y, on t'entend. Ouais. Oui, écoute, moi je valide aussi parce que ce que disait Boris sur l'histoire du boxeur, moi je me considère un peu comme un casu par rapport à toi, Captain. Vraiment un casu, parce que je suis loin d'avoir ta connaissance. Mais moi je m'attache beaucoup effectivement à l'histoire du boxeur et l'histoire de la carrière qui s'allonge et puis des dégâts de Terry Norris me touche. Et ouais, moi je le mettrais dans mon top 10 aussi. J'y avais pensé. Puis effectivement, il est magnifique à voir. Oui, c'est beau à voir. Il est magnifique à voir. C'est vraiment très 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 beau. Je vous le conseille. Certains combats en 95 et même par le passé 92, 91, 90, c'est extrêmement beau à voir. Voilà, ça c'est donc
simplement, boxeur du cœur, où on ne cherche pas les critères. J'ai essayé d'expliquer l'état d'esprit dans lequel je vais. Simplement, numéro 10, Terry Norris. Notez, les amis. Comme ça, on fera un récapitulatif à la fin de l'émission. Numéro 10, c'est Terry Norris pour moi. Alors, numéro 9, maintenant, les amis. Pareil, quand je veux voir un boxeur qui a les fondamentaux magnifiques et tout ça, mais j'aime aussi parfois, des boxeurs rageux. Tu sais, j'ai toujours adoré, comme je vous le disais, Oscar de la Hoya, mais même jeune, Oscar de la Hoya, je sais pas pourquoi, je sentais quelque chose un petit peu de démago dans le personnage de Oscar de la Hoya, tu sais, qui avait toujours le discours parfait. J'aime aussi des boxeurs quand, comment dire, les bas instincts ou la rage pure transparaît d'eux, mais qui ne peuvent plus le cacher, tu vois. Que je trouve ça parfois beaucoup plus honnête. Et il y en a un qui m'a toujours fait vibrer comme ça, où j'ai toujours ressenti sa rage et sa colère quand il boxait, et ça m'a toujours impressionné, et ça m'impressionne toujours, et ça m'électrise. Mon numéro 9 est Marco Antonio Barrera. Alors, numéro 9, Marco Antonio Barrera, qu'est-ce que ça vous évoque? On va commencer avec Seb. Lequel? Toi, parce qu'on a chez Seb et on a Seb. Moi? Ouais. Barrera, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça évoque moi son combat contre Pacquiao, sa rivalité aussi avec Morales. Voilà. J'aime bien ce style de toute façon de boxeur, ce style de boxeur mexicain. Donc oui, je pense que je le mettrais dans mon top 10. Ah, tu le mettrais aussi dans ton top 10, c'est intéressant. Ouais. Et chez Boris? Pareil pour un seul combat. Vas-y. Contre Nassim Hamed. Eh oui. Oui, aussi. Pareil. Le tombeur de Nassim Hamed, tout à fait. C'était jouissif à voir. Ouais. Et là, il y a tout le caractère de Barrera qui ressort, qui est très visible, et qui l'a beaucoup aidé d'ailleurs pour ce combat, parce que cette rage supplémentaire, cette agressivité supplémentaire a vraiment eu un impact énorme, et avec un Nassim Hamed qui n'a jamais réussi à gérer ça, qui a été, comment dire, c'est comme une vague qui l'a emporté, et c'est très vrai, c'est très très vrai. Mais il y a énormément, Barrera, je vous le conseille, Seb, je te le conseille aussi, parce qu'il y a énormément de pépites sur lesquelles on ne va pas forcément. Contre, comment c'est, j'ai un trou de mémoire, McKennedy en 96, ça se passe au Forum de Los Angeles, un combat pour l'histoire. Bien sûr, la trilogie avec Morales, contre Nassim Hamed, avec Pacquiao, avec Marquez, c'est hallucinant. Le premier combat que tu nous as conseillé là? J'ai plus le nom du gars, c'est McKennedy, okay. Ça se passe en 96, ça se passe au Forum de Los Angeles. C'est hallucinant ce combat, hallucinant. Voilà, Barrera, chez Seb, tu valides aussi? Chez Seb, je valide aussi, et en fait pour la même raison que Boris. Et je rajouterais à ce que tu dis, effectivement, il y a cette rage, mais cette rage surtout contenue et maîtrisée, notamment dans ce combat-là, quoi. Parce qu'en fait, il perd jamais les pédales. On sent effectivement une rage monstrueuse, mais en même temps, il s'en sert, quoi. Elle le dessert pas dans ce combat-là, quoi. Et c'est vraiment magnifique. Il trouve des angles terribles. L'autre, il est effectivement submergé par cette vague, quoi. Et effectivement, le côté bad guy, sans non plus tomber dans, je dirais, malgré tout, c'est un bad guy, mais en même temps, il reste assez, son image est relativement classe, quoi. C'est pas un, comment il s'appelle, enfin, il y en a un, là, je sais plus, un Sud-Américain, là, qui insultait Mayorga, tout le monde et qui fumait. Comment? Ricardo Mayorga. Ouais, voilà. Ouais. Là, c'est vraiment le bad guy, mais dans le mauvais sens du terme. Tandis que Barrera, lui, c'est le bad guy. Oui, on sent qu'il est vraiment féroce, mais malgré tout, ça reste un mec quand même classe, quoi. Et avec une rage contenue. C'est ça qui est très fort chez lui.
qu'on ressent, quoi. Tout à fait. Donc Ouais. voilà. Alors, validation encore, c'est un boxeur que j'adore et effectivement, ça n'a pas été vraiment, enfin, ça n'a pas été compliqué qu'il soit directement dans mon. C'est un des premiers noms que j'ai mis dans ma liste. Donc, on est bien sur le numéro 8. On va donc aller sur le numéro 7. Et là, on était avec Barrera dans les petites catégories. Et là, on va remonter sur la catégorie reine, chez les poids lourds. Et j'ai longtemps hésité, mais vraiment longtemps, parce que j'adore regarder les poids lourds, et notamment ces poids lourds ultra techniques. Parce que je trouve que ça saute aux yeux. Tu sais, quand un poids lourd gagne évidemment par son aspect physique, par qu'il met sur le ring, mais quand cet aspect physique est accompagné de tout un corpus technique hallucinant. Et quand vraiment je me suis penché dans l'histoire de boxe, j'ai souvent été fasciné par les images de Joe Louis. Ce n'est pas Joe Louis que je vais mettre, mais c'est un peu la même approche. La fascination vient de là. Voir Joe Louis complètement, presque inventer une nouvelle boxe à son firmament, techniquement face à ses adversaires, je trouve ça sublime à regarder. Mais on va aller sur un autre nom qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu atteindre. C'est un nom beaucoup plus moderne et qui, quand il était en forme et quand il était techniquement parfait, c'était techniquement, encore une fois, sublime à voir. C'était fou à voir. Et donc, ce numéro 8, si je ne m'abuse, c'est bien ça, hein, ce numéro 8, c'est Riddick Bowe. Voilà. C'est Riddick Bowe qui est mon numéro 8. Riddick Bowe, et vous comprenez bien, c'est à cause de ses grands combats et de ses grandes années, hein, 80, 91, 92 notamment, 95 aussi, c'est quelque chose, moi, je trouve de fou pour un mec de cette envergure. La boxe léchée qu'il a, je trouve, est fascinante à l'image. Et reste pour moi fascinante. Et vous, les gars? On va commencer avec chez Seb, qui a coupé son micro. Il a coupé son micro, Seb. Je ne veux pas parler de Riddick Bowe, Seb. Je ne veux pas parler. Attends, c'est moi qui t'ai coupé maintenant. Vas-y. Ouais. Non, effectivement, j'aime aussi beaucoup. J'avais pas pensé dans mon top 10, mais oui, boxeur du cœur, c'est sûr. Parce que bon, les guerres qu'il a menées, la technicité, le physique qu'il avait, qui était impressionnant. Il est capable d'aller au bout de lui-même. On l'a vu dans sa trilogie face à Holyfield. Il avait tout, quoi. Et ouais, Riddick Bowe, moi je valide aussi. J'y avais pas pensé, mais ouais, j'adore aussi ce boxeur, quoi. Très honnêtement. Ouais. Et toi, Boris? Je valide pas et ça me fait mal. Je pensais que le premier poids lourd que tu as récité, ça serait Vladimir Klitschko. Donc non. Donc déjà, les guerres contre Holyfield, moi, elles me font plus aimer Holyfield que Riddick Bowe déjà. Moi, je te dirais que moi aussi, oui. D'accord. Le combat contre Golota, le deuxième, je l'ai vu récemment là. D'ailleurs, il est en français sur YouTube avec Christian Delcourt et Jean-Claude Boutier, si vous voulez le regarder. Et je me suis dit, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo qui Holyfield dit la même chose. Il l'accuse d'avoir quitté à ce combat-là. Qu'il ne le pensait pas si sérieusement blessé que ça sur les coups, les coups bas, tu vois. C'est quand même un de mes combats préférés parce qu'il voit l'enfer, là, Riddick Bowe, dans ce combat. Il voit l'enfer. Mais je trouve qu'il revient de mieux en mieux au fur et à mesure. Sur les 2-3 derniers rounds, il arrive à placer son bras arrière. Mais moi, je ne peux pas le mettre dans mon top du cœur parce qu'il évite Lewis. Et c'est sa faute à lui s'il n'y a pas ce combat. Ce n'est pas de la faute à Lewis voilà. Et j'aurais aimé un combat contre Mercer aussi.
Ça aurait été intéressant aussi, ça. Tout à fait. Mais j'adore le boxeur. J'adore le boxeur. Et comme Seb, comme chez Seb, je pense qu'il avait tout. Ouais. Je pense qu'il avait tout. Ah ouais. Sauf le mental, peut-être. Et sauf la rigueur. Ouais. Tout à fait. Et toi, Seb, alors, justement? Alors non, moi je validerai pas non plus. Moi j'ai pris des risques, hein. Je prends des risques Oui, sur ton. oui. Vous comprenez bien. Je prends des risques. Voilà, c'est vrai que juste avant tu parlais de Joe Louis que j'adore, donc j'aurais plus validé un Joe Louis. Après, pour en revenir à Boris, je crois que le combat contre Lewis ne s'était pas fait parce qu'il était pas parti en prison à ce moment-là, Riddick Bowe. Il n'y avait pas des histoires de violence conjugale. Je sais plus si c'était après 96, c'est fini. Donc c'est compliqué aussi. Hein. C'est compliqué. Ils ont pas du tout. Il y a les chemins sont complètement. Moi, avec le temps, je me demande si les chemins auraient pu finir par se rencontrer chez les pros, ouais. Parce que Lewis c'est je trouve tu sais, un late bloomer, c'est-à-dire, je trouve qu'il devient vraiment, il prend son aisance plus tard dans sa carrière, alors que Riddick Bowe, dans sa carrière professionnelle, ça démarre fort très vite. Le grand Riddick Bowe, c'est dès le départ. Et en 96, il est déjà vieux, il est usé par la boxe. C'est ça. Mais je répète encore une fois, les amis, là c'est un top 10 du cœur. J'en ai rien à taper d'une tentative d'objectivité. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment sur le, comment dire, mon plaisir presque esthétique que j'ai et sur quoi je me repenche la plupart du temps. Voilà. Mais vas-y, continue, Seb. Non, c'était pour revenir sur ce que tu disais sur ton top 10 du cœur. De toute façon, ce sera forcément le bon top 10 puisque ce sera celui qui vient de toi, quoi. Nous, on est juste là après pour dire si on l'aurait mis dans notre top 10 ou pas. Donc moi, non, j'aurais pas mis Riddick Bowe dans mon top 10. Ah, c'est intéressant. Tu vois, justement, c'est une prise de risque Riddick Bowe. Et effectivement, je suis étonné qu'il soit pas dans le top 10 d'entre vous, parce que dans les commentaires que je vois sous les vidéos, tout ça, c'est quand même un nom qui revient souvent chez les gens qui nous écoutent et qui doit être dans le top 10 de certains. Alors, était donc... Vas-y. Captain, dans un top 10 all-time des poids lourds, je le mettrais peut-être moi. Ah, intéressant, tu vois. Mais dans un top 10 du cœur, je le mets pas. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Alors, on passe déjà à la 7e position. Donc, vous êtes prêts à la 7e position. Et là, c'est encore, comment dire, c'est vraiment top 10 du cœur à tout son sens. Parce que vraiment, j'ai un amour fou pour sa carrière pro dans les années 90. Je l'ai trouvé, c'est fait partie de ces rares boxeurs qui t'électrisent vraiment, tu sais, au plus haut point. Qui t'électrise vraiment et qui te donne un magnétisme. Et j'en ai déjà parlé en discussion Hall of Fame. On en a fait une discussion Hall of Fame parce qu'il le méritait. Mais je suis un fan absolu et c'est mon numéro 7, Michael Carbaral. Michael Carbaral est mon numéro 7 parce que voilà, ce côté, ce puncher des petites catégories, à lui aussi avec une rage incroyable quand il combattait avec, c'est une carrière, c'est pour moi la carrière la plus électrisante et la plus rock'n'roll des toutes petites catégories. J'adore son magnétisme. Voilà, j'en ai déjà parlé en discussion Hall of Fame, vous pouvez aller la revoir il y a quelques mois de cela. Où on dit tout de Michael Carbaral. Alors les gars, là encore, je pense que c'est une surprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais y aller. Vas-y. Alors, je connais pas beaucoup. Si tu devrais me donner l'envie de m'y intéresser plus, qu'est-ce que tu me dirais? D'aller voir la discussion Hall of Fame. déjà. Mais je l'ai vu, mais j'ai tellement toutes vues que. Déjà oui, et puis refais-toi, si tu peux trouver en bonne qualité, refais-toi la soirée du premier combat contre Tico Gonzalez. Je note. Refais-toi ça et on verra. Ça va. Je pense que ça sera vendu.
pour toujours, ça va vraiment t'intéresser. Et après ça, va sur des vidéos de highlight de ces KO, parce que c'est spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire. Et c'est toute une époque. Hein. Moi, je trouve que les images il y a un charme aussi fou. Alors, les Seb, qui veut commencer sur Michael Carbarral? Moi, je laisse la place à Seb. Je le connais pas assez. J'ai Ouais. des souvenirs d'avoir vu des highlights effectivement sur YouTube, mais je le connais pas assez pour pouvoir en discuter. Donc, je laisse la patate chaude à Seb. Seb, il est pareil, il est sec un peu. Et, comme tu dois l'être dans ces catégories. Je ne connais pas non plus assez pour qu'il rentre dans mon top 10. Je ne connais pas, quoi. Donc, je vous le conseille. Et c'est peut-être aussi parce que c'est une petite catégorie. Et qu'un casu, il s'intéresse forcément au plus gros, quoi. Je ne sais pas. Je te rejoins. C'est vrai que moi, je ne regarde pas beaucoup les petites catégories. Peut-être parce que je suis gros, de toute façon. Mais je te dirais que moi non plus, je suis pas un spécialiste des petites catégories, mais justement, lui sortait tellement de l'ordinaire de ce qu'on peut appeler les petites catégories que tu étais électrocuté sur place et t'en oubliais dans quelle catégorie il était. Moi, à l'époque, je le regardais boxer, j'oubliais complètement qu'on était dans une petite catégorie. Il m'apparaissait pas comme petit d'ailleurs, tu vois. On était sur autre chose. On était carrément sur autre chose, voilà. Et c'est un grand plaisir toujours de reparler de Michael Carbarral. La discussion Hall of Fame est évidemment en ligne, mes chers pirates. T'as pas réfléchi pour Michael Carbarral, ça a été tout de suite. Pas beaucoup, non. Non, parce que pour moi, tu vois, c'est mon top 10 du cœur, c'est mon top 10, tu sais, rock'n'roll, tu vois. Pour moi, c'est une figure rock'n'roll, tu vois, forcément alliée, tu vois. Alors, on était à notre 7e position, on va passer à la 6e. Ok, les amis? André Ward. Peut-être. Alors, les amis, on y va sur 7e. Ça va, Seb? Chez Seb, tu es toujours avec nous? Ouais, je suis toujours là. Je coupe le micro parce que j'ai toujours les gosses qui rentrent, tout ça, donc pour pas vous gêner. Parce que ton image a frisé actuellement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. T'as l'air pas content. Voilà. Ça doit être Camacho, ça. T'as pas l'air content chez ça. Bon, mes corsaires, on y va donc sur la 6e position. On est bien d'accord? Et là encore, c'est un plaisir. C'est une figure. C'est une figure à laquelle j'accroche directement, mais dès mon début de passion sur la boxe. Bien sûr, dès mon début de passion sur la boxe, c'est une accumulation d'achats de magazines, d'achats de livres, enfin, ou d'accumulation d'objets pour renforcer ma culture. Et ce mec m'apparaît par des photos en premier. Ces photos de combat et même de portraits sont, je trouve, magnifiques. Il représente une époque. Il est jeune à l'époque. C'est un champion qui bat le record de jeunesse quand il prend le titre. Vous savez très bien là où je vais aller, ou peut-être pas. Il bat le record de jeunesse. On est sur les grosses catégories, même si regardez bien, il a commencé pas dans la catégorie reine, mais il va devoir être une figure. Et puis c'est en fait une figure qui m'a toujours suivi, que j'ai toujours adoré, à qui j'accorde beaucoup plus que les livres d'histoire ont dit de lui. Il y a une avancée technique qui est indéniable. J'en ai déjà parlé par le passé. On va replonger dans les années 50. Je vous ai mis une très belle photo qui n'a rien à voir avec la boxe, mais je trouve qu'il représente bien. C'est Floyd Patterson. Floyd Patterson, elle est magnifique cette photo-là. Son jogging et tout ça. Floyd Patterson, c'est la jeunesse, c'est la nouveauté, tu sais. C'est la jeunesse. Il vient avec Cus D'Amato et il vient avec une boxe assez différente, assez différente de ce qui se faisait. Et donc il y a tout un apport, je trouve, pour la catégorie des poids lourds que lui aussi amène, comme bien d'autres. Floyd Patterson, je trouve génial. Et puis c'est une figure. Il était à la fois fragile et il était à la fois tonitruant par son punch.
il pouvait perdre, il pouvait craquer, on sait bien par rapport à Sonny Liston par exemple, l'affiche est toujours près de moi. Mais et puis il y a une trilogie de légendes contre Ingemar Johansson. Floyd Patterson, c'est un boxeur qui vraiment est ancré, je crois, à tout jamais dans mon top 10 du cœur. Est-ce que c'est pour vous une figure importante ou pas? J'y vais. Non, oui, pour moi, c'est une figure importante parce que effectivement, il a révolutionné quand même quelque chose dans la boxe, notamment chez les lourds. Donc, oui, pour moi, c'est quelqu'un d'important, surtout après la période qui est arrivée après la période Joe Louis et j'ai oublié les noms de ceux qui étaient après. Bon, c'est pas grave. Oui, ouais, c'est ça. Marciano. Non, mais et puis moi, là aussi où je trouve que c'est un boxeur qui me parle au niveau cœur, c'est cette relation qu'il a eue avec Cus D'Amato, et que Cus D'Amato finalement l'a façonné et a fini son travail entre guillemets avec Tyson des années plus tard. Tout à fait, je te rejoins. Il ne peut pas avoir Mike Tyson s'il n'y a pas eu Floyd Patterson avant. Floyd Patterson, c'est le prototype, Mike Tyson, c'est la finition. Je pense sincèrement. Dans l'esprit de Cus D'Amato, je pense sincèrement. Et toi, chez Seb? Écoute, là, on parle de boxeur du cœur. Donc, moi, il ne me touche pas parce que effectivement, c'est pas ma période. Je suis plus jeune que vous, les gars. Non, pour arrêter de déconner, oui, c'est un boxeur important, mais je ne le mettrai pas dans mon 10 de cœur, dans la mesure où je n'ai pas été touché personnellement. Moi, mon 10 du cœur, c'est des gens qui sont à partir des années 80, où j'ai commencé à m'intéresser à la boxe. Et donc, avant, c'est plus compliqué, quoi. D'accord. C'est plus compliqué. D'accord. Et toi, et aussi, on peut être intéressé par des highlights. Les images ne sont pas de même qualité, etc. Et j'ai du mal à vibrer. J'ai du mal à vibrer tout simplement, quoi. Mais bon, indéniablement, je te conseille quand même des combats. Il y a évidemment cette trilogie contre Ingemar Johansson, mais je te conseille aussi un combat qui, là, je pense, pourrait te convaincre. Vraiment. Oui. C'est le combat de l'année à l'époque. Je crois que c'est 1965, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper, mais ouais, c'est le combat de l'année pour Ring Magazine. C'est son combat au Madison Square Garden contre Georges Chuvalo. Allez voir ce combat. C'est un combat où on ne parle pas souvent, mais allez voir ce combat, je pense que ça te convaincra et peut-être ça te donnera un peu d'intérêt. Et toi, Boris? Alors, j'étais un peu comme chez Seb depuis pas très longtemps. Et récemment, d'ailleurs, tu vois, je suis allé sur Culture Box et j'ai écouté le podcast sur Marcel Cerdan. J'ai trouvé ça incroyable. Et ça m'a donné envie de m'intéresser à cette époque-là. Donc là, en ce moment-là, je regarde des vidéos de Marcel Cerdan depuis une semaine. Donc, au fur et à mesure, je vais arriver après à les années 50, 60. Là, ça va arriver, tu as raison. Mais j'encourage à ceux qui ne sont pas allés sur Culture Box d'aller écouter les podcasts. Culture Box de notre ami Nico. Nicolas de Culture Box et son podcast incroyable. Tout à fait. Tout à fait. Oui, vas-y. Vas-y, continue, Boris. Et pour répondre à Seb qui parlait de la relation avec Cus D'Amato, donc toi, tu le mettrais dans ton top du cœur, Seb? Moi, oui, je le mettrais dans mon top du cœur. Après, ça revient un peu à la question d'avant où on parlait des petites catégories. Moi, je suis beaucoup plus sensible au lourd. C'est ce qui se rapproche le plus de moi, quoi. Bah, tu vois, moi, après, je connais pas assez l'histoire de Floyd Patterson pour te dire ou pas si je le mettrais, mais tu vois, Mike Tyson, il y serait parce que il y a la relation avec Cus D'Amato, tu vois. Donc, je vais me renseigner, je vais faire ce travail pour me renseigner, pour voir la relation qu'a eu Floyd Patterson avec Cus D'Amato. Et d'ailleurs, je pense que pour tous les fans hardcore de Mike Tyson, je pense qu'il est vraiment nécessaire à un moment de se pencher sur l'histoire
qui précède, c'est-à-dire la grande histoire avec Floyd Patterson et Cus D'Amato. Parce que c'est plus que des réminiscences qui se passent. C'est extrêmement, c'est passionnant. Avec ce prisme-là, c'est passionnant. Tu seras passionné. Je pense que tu vas te faire une grosse période Floyd Patterson, j'en suis convaincu. Il va venir très vite. Ouais. Et autre part, si vous êtes des amateurs de photographie, de l'art, de la photo et tout ça, moi je trouve que les photos concernant Floyd Patterson, il y a des photos mais magistrales. Tu as l'impression que c'est ce grand photographe français de l'époque dont j'ai oublié le nom. Tu as l'impression que c'est lui qui l'a pris souvent en photo, tellement c'est beau, comme par exemple cette photo-là que je trouve magnifique. Elle est magnifique, hein, cette photo. Beau gosse, là. Hein, voilà. Donc, c'était donc mon numéro 6. On arrive déjà dans le top 5. Hein. On va arriver à la 5e place, les amis. Et là, je vais vous demander d'être très attentif parce que je pense qu'il va y avoir débat. Parce que là, je triche. Là, j'avoue, je triche. Parce que j'arrive dans un problème. Et je répète, on est dans un top 10 du cœur. Hein, on n'est pas dans l'objectivité, on est là subjective. Mais même dans la subjectivité, c'est-à-dire je me fais plaisir, je n'arrive pas à à m'arrêter sur un nom. Parce qu'il y a un groupe d'athlètes qui sont presque indissociables et que tu peux pas te dire être fan de l'un sans quelque part être quand même fan de l'autre. Tu vois, c'est trop dur. Donc, ma 5e place, et là je triche un peu, ma 5e place, ça sera pas un individu. Ça sera 4. Oui, mais là c'est n'importe quoi, là. Ça sera 4. Voilà. Ça sera 4 parce que c'est les 4 fantastiques. C'est les 4 fantastiques qui ont tellement écrit une histoire enchevêtrée ensemble que ça me paraît. Enfin, moi, comment dire, j'adore regarder. Je pense que peut-être à l'image, l'un des plus spectaculaires à l'image, Sugar Ray Leonard, je l'adore. Mais si je commence à regarder Sugar Ray Leonard, j'ai forcément envie d'aller regarder Thomas Hearns. Si je regarde Thomas Hearns, j'ai forcément envie d'aller regarder Marvin Hagler. Et si je regarde Roberto Duran, j'ai forcément envie d'aller voir Sugar Ray Leonard. C'est impossible. C'est pratiquement impossible de le séparer. Alors je te dirais qu'en termes de carrière, celui qui a une carrière un peu, décentrée par rapport aux autres, c'est Roberto Duran, quoique, parce qu'il commence avant tout le monde, et puis il commence dans des beaucoup plus petite catégorie. Donc je te dirais que lui est dans les 4. Si tu dois en mettre un à part, je te dirais que ça irait plus sur Roberto. Je vous rappelle que Roberto est mon GOAT et mon greatest of all time. Mais honnêtement, quand c'est qu'une question de plaisir absolu d'être devant mon écran et de me faire un combat, si tu me branches sur ces 4-là, pendant une semaine, je sors pas chez moi et je me fais tout leur combat. C'est impossible. C'est impossible. C'est une envie concrète. Hein. Tu sais, je suis en train de me taper Léonard Durand et que j'ai envie de me taper Ernst Durand juste après, tu vois. Ainsi de suite. Donc, j'ai triché, je l'avoue, mais pour moi, être seulement fan d'un seul de ces gars-là et pas des 4, ça me paraît trop difficile. Qui veut rebondir? Allez, on va commencer. Vas-y. Vas-y, Seb. Non, mais moi, je te comprends dans ta logique et effectivement, on peut pas les dissocier parce qu'en plus, à cette époque-là, ils avaient le courage déjà de s'affronter, voilà quoi. Moi, finalement, cette période, cet âge d'or qui a eu un peu de la boxe, hein, on se le prend aussi quand on en parle en pleine figure, quand on parle de la boxe actuelle où les mecs font tout pour s'éviter, pour conserver leur zéro, pour trouver n'importe quelle excuse pour pas faire le combat ou pas faire un rematch. Voilà, les mecs, ils étaient les 4 fantastiques et ils le savaient et ils y allaient et il n'y avait pas de tergiversation entre eux pour déterminer lequel était le plus fort, quoi. Tout à fait. Donc oui, ça fait
je comprends en effet que tu puisses les mettre les 4 dans ton top 10 du cœur parce que, comme tu le dis si bien, hein, c'est vrai que si tu vas vouloir te replonger dans les combats de Duran, à un moment, tu vas tomber sur le combat contre Léonard et puis forcément, tu vas dire c'est quoi ça, je veux en savoir plus sur lui et puis après, tu vas tomber sur les deux autres, quoi. Alors, voilà. Et toi, Boris? Je peux pas accepter, évidemment. Je peux pas accepter 4 places. Non, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Alors moi, il y en aurait... Bien sûr, pareil que Seb, mes connaissances, elles sont beaucoup moins larges que les tiennes, mais moi, il y en aurait un qui serait dans les 2-3 premières places de mon top cœur et dans les 2-3 premières places de all time. Oui, d'accord. C'est Duran. D'accord, on se comprend. Oui. Le cœur parce que personnage, le personnage et tout. Il a les jambes qui, mec, il a mis KO à un cheval ou un taureau qui a été petit. Ces histoires comme quoi il se fait enlever par des soldats de Fidel Castro ou des histoires de dingue comme ça. Tu lis des trucs sur Roberto Duran, c'est même pas de la boxe que tu lis, c'est autre chose. Après, donc c'est pour ça qu'il serait dans le cœur et dans la boxe, ben, le mec, même dans les années 80 où il était plus vieux que les autres, il fait quand même. Moi, le combat contre Hagler, Duran Hagler, c'est. Alors, et il faut rester en face de Marvin. Ouais, tout à fait. En face de Marvin. Et il y aurait Thomas Hearn aussi dans mon classement du cœur. Parce qu'il allie ce qui se passe sur le ring et cette putain de gueule et ce regard qu'il a. Voilà. Les discussions Hall of Fame sont évidemment sur la chaîne, messieurs. Chez Seb, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette 5e place? Non, mais c'est bien, c'est audacieux de ta part de les avoir associés parce qu'ils sont associés pour toujours dans l'histoire. Donc c'est bien. Moi, personnellement, j'avais dans mon top 10 du cœur, j'avais Hagler et Duran. J'avais pas les deux autres. Duran parce que c'est grâce à lui que c'est lui avec Tyson qui m'a donné l'amour de la boxe. Je suis tombé comme ça par hasard sur une cassette VHS et c'était un reportage sur Duran, Manu Di Piedra, quoi. Et donc rien qu'avec le nom Manu Di Piedra, les mains de pierre, j'étais fasciné. Et du coup après j'ai toujours suivi parce que moi je l'ai pris du coup en cours de carrière et jusqu'à la fin de sa carrière. Et j'ai toujours aimé Duran, quoi. Et après Hagler parce que c'est un monstre et qu'il me fascine. C'est une bête, quoi. Enfin, ce mec-là me fascine. Le fait, c'est un personnage. Le fait, j'adore moi les personnages comme ça, un peu énigmatiques, qui parlent pas beaucoup, mais quand il parle, ça fait froid dans le dos, quoi. Moi, j'adore ça, quoi. Il est électrisant, Hagler, quoi. Totalement électrisant. Par contre, je mettrais pas Léonard, justement parce que en opposition à Hagler, j'aime trop Hagler pour mettre Léonard, et je mettrais pas Hearns parce que moi Hearns, effectivement, comme tu dis, j'ai suivi ta discussion Hall of Fame, c'est un mec imboxable, extraordinaire techniquement, mais je vais te l'avouer, moi je le trouve pas beau, quoi. Il est trop grand, ses grands membres et tout ça. Moi, j'ai un problème esthétique avec Thomas Hearns. Attends, il est grand, il est super. On est aussi. Voilà, je peux pas le mettre dans mon top 10 du cœur, quoi. Non, mais je comprends. Les top 10 du cœur, c'est aussi un rapport esthétique. C'est complètement. Où tu vas. Bien sûr. Il y a quand même des choses qu'on se doit d'aimer. Je suis désolé. Ok, c'est subjectif, d'accord. C'est subjectif, d'accord. Mais il y a des choses que c'est pas sûr. Mais tu vois, même chez les corsaires, il y a des façons différentes de penser. Alors, nous allons arriver à la 4e position. Là, ça devient très, très sérieux, les amis. 4e position. On y va tout de suite. C'est Mike Tyson qui, ce soir de 87, devient le King, Iron Mike. Et Mike Tyson, c'est impossible de ne pas le mettre dans mon top 10 du cœur. Mike Tyson, il n'était pas dans mon top 10 all-time.
du GOAT. Mais Normal. il n'aurait pas été peut-être loin, mais il n'y était pas. Mais quand on parle de cœur, on parle d'être électrifié. On parle d'une figure qui forcément va te marquer, d'une figure qui va t'obséder. Mike Tyson, c'est ça. Et c'est ça qui s'est passé pour tout le monde. Je n'ai pas eu la chance de vivre pleinement son épopée des années 80. Je prends sa période 90, on va dire sa période Showtime, où voilà, mais et c'était fou. Alors que sportivement, il y aurait, comme on l'a fait dans nos discussions Hall of Fame, et il y a beaucoup de choses à dire, mais le magnétisme de ce mec sur son époque, parce que Mike Tyson, on parle d'une figure culturelle, et est indéniable esthétiquement. Comment ne pas être fasciné par ses chaussures courtes noires, sans chaussettes, son short noir. L'iconisme nous a imprégné la rétine avec Mike Tyson. On était soufflé par son punch et tout ça. Mike Tyson, c'est évidemment l'une des plus fortes sensations que tout fan de boxe a vécu, surtout à nos générations. Et c'est juste fou. Et je pense que cette magnitude de fascination, je ne sais pas si je la retrouverai dans le reste de ma vie de passionné. Mike Tyson numéro 4, c'est une évidence, d'autant plus vis-à-vis de la génération d'où je viens. Qui veut commencer sur Mike? Je pense c'est vrai que c'est pas un boxeur de toute façon qui laisse insensible, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Hein. Donc forcément, c'est quelqu'un qui touche le cœur, que ce soit de façon positive ou négative. Après, pour moi, oui, je le mettrais dans mon top 10 du cœur, parce qu'en plus, j'étais tout petit quand il y avait ces combats, ça passait à l'époque sur Canal+, moi ça me rappelle plein de souvenirs, quoi. Ouais. Je regardais les rediffs, je crois c'était le dimanche après-midi sur Canal, ou un truc comme ça, avant le match de foot américain. Enfin voilà, ça me rappelle toute ma jeunesse. Voilà, ça imprégné à nos souvenirs. Et d'autant plus nous qui on tourne à peu près autour du même âge. Mike Tyson et le grand Mike Tyson, il y a une nostalgie chez nous qui est énorme. Bah tiens, on parle de nostalgie chez Seb. Vas-y. Ouais, tout à fait. Moi, c'est toute ma jeunesse. C'est quand on parlait d'être électrisé, il m'a totalement électrisé, quoi. Totalement, quoi. Moi, j'avais pas Canal+ à l'époque, et mes parents étaient modestes, et donc il y avait un copain de mon père qui nous enregistrait tous les combats, et on attendait la cassette religieusement, quoi. Et puis on n'écoutait pas le journal, on disait je veux pas savoir. Et puis on regardait la cassette, puis des fois ça durait 1 minute 30, mais 1 minute 30 de plaisir, quoi. Et non, pour moi, c'est pas forcément effectivement le meilleur Hall of Time, effectivement, mais il nous a tous totalement bluffés, électrisés. C'est un personnage, c'est comme tu dis, c'est culturel, On se comprend. Il a un tel aura, c'est dingue, quoi. C'est dingue de voir ça. On se comprend tout à fait. Boris, tu me rejoins, je pense, là-dessus. Mais chez Seb, je crois que tu avais dit que c'était Roberto Duran et Mike Tyson qui t'avaient vraiment mis. Tous les deux, ouais. Et je crois que Roberto Duran, il a dit j'ai été Mike Tyson avant Mike Tyson. Ouais. Dans le fait d'effrayer ses adversaires. Parce que Duran aussi effrayait ses adversaires avant que le combat commence. Hein, ils étaient. Mike Tyson, moi aussi pour l'histoire, parce que j'ai regardé différents reportages, j'ai lu différents trucs. Quand Cus D'Amato il le recueille chez lui, c'est émouvant, tu sais, comme il lui parle, il lui redonne confiance en lui, comme un père. Moi je trouve ça, elle est émouvante cette histoire. Et même maintenant, tu vois, rétrospectivement, quand je regarde Mike Tyson. Les combats de Mike Tyson dans les années 90, pas 80, les années 90, j'ai toujours l'impression de voir un enfant qui se bat avec des adultes.
Je sais pas comment dire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une immaturité qui me touche beaucoup. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pour moi, il n'était pas, comment dire, son passage d'adolescent ou d'enfant à homme, il s'est pas fait normalement. Ah oui, ça c'est sûr. Bon. C'est extrêmement sûr, tout à fait. Tu vois, quand il est face à Holyfield, je vois un homme contre un enfant. Au niveau mental, hein, je parle. D'accord, ouais, ouais, ben, il y a quelque chose de cela, il y a quelque chose de cela. Mais en tout cas, numéro 4 pour moi, il aurait été peut-être et en fait, on l'appelle tous Mike, donc il y a une dimension un petit peu affectueuse aujourd'hui. Ouais. Ah oui, oui. Pour nous, c'est Mike. Voilà, et ce que tu dis, c'est intéressant, Boris. Et aujourd'hui, il y a eu une transition après sa carrière où il a un peu déconné probablement, mais là, il est devenu un homme et qui s'est reconstruit dans sa tête, etc., qui s'est stabilisé, et c'est rassurant. Et on est content pour Mike, quoi. Tu vois, on est content pour lui parce qu'on nous a tellement fait plaisir que finalement, le fait qu'il soit sorti de tous ces démons, peut-être pas tous, je sais pas, mais en tout cas, il semble que ce soit le cas. Et ben, c'est rassurant et on est content pour lui, quoi, parce qu'il nous a tellement donné que on est vachement content qu'il aille bien aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Et de le voir en forme. Tout à fait. Alors là, je te pose une dernière question. Tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que Mike Tyson, c'est pas un des plus gros what if aussi? Certainement. Oui, certainement. Certainement, mais enfin, c'est compliqué. Rien que cette question-là, je pense qu'on pourrait débattre philosophiquement 5 heures. Ouais. 5 heures là-dessus. Prochaine libre antenne box. Ouais. Est-ce que Mike Tyson est un what if? Je veux bien vous faire la libre antenne, ça, parce qu'il y en a pour 5 heures. Est-ce que c'est un what if? Parce que est-ce que si Mike Tyson n'avait pas eu exactement ce parcours, exactement étape par étape ce qui se passe dans sa vie, est-ce que si tu avais changé quelque chose dans son passé, est-ce qu'il aurait pu être ce qu'on a connu? J'en suis pas sûr non plus. Donc, en fait, comment dire, est-ce qu'il avait un potentiel énorme, surtout quand il est jeune? Oui, mais est-ce qu'il a allé au bout de son potentiel? C'est ça la question. Voilà. Est-ce qu'il est allé au bout de son potentiel? J'ai l'impression que dans les années 80, malgré toutes les frasques, il a quand même atteint son plein potentiel. Et qu'après, ça a décédéré. Tu vois ce que je veux dire? Vite. Oh oui. Ouais. Effectivement. Mike Tyson était mon numéro 4 du cœur. Donc, voilà. Parce que il sera là et puis il sera là à tout jamais. Maintenant, on va dans le top 3. Là, c'est sérieux, les mecs. On le connaît, hein. On le connaît, Captain. Le top 3, on va dans le top 3. Au moins deux. Oui. Si vous m'écoutez, vous savez. Je ne vais pas surprendre, mais peut-être la 3e position, je vais vous surprendre. Peut-être. Parce qu'on parlait de Mike Tyson. Et moi, mon numéro 3, et je pourrais dire beaucoup de choses que j'ai dit juste avant pour lui aussi, c'est Evander Holyfield. Evander Holyfield est dans mon top 3, mais le top 3 est sécurisé. Hein. Vous comprenez, hein. Le top 3, il ne changera pas. Tu peux faire ce que tu veux, chez le Captain, ça ne changera pas. Et Holyfield est dedans. Parce que on dit on est de la génération Mike Tyson. Mais je te dirais que la vérité, c'est que moi, si je veux être plus précis, moi, je suis de la génération Holyfield. Oui. Parce que je rentre pleinement dedans quand Tyson n'est plus très là et que Holyfield est là. Et Holyfield, c'est le warrior. Avoir un homme qui est un guerrier, qui matérialise cette expression de guerrier est incroyable. De plus, Holyfield, ce qu'on ne lui rend toujours pas grâce, c'est que c'est un maître technique. Holyfield est un maître technique sur l'ensemble de sa carrière et notamment sur toutes ces années de 85 à évidemment 99. C'est un maître technique, les mecs. Un maître technique. Et un des plus grands counter-punchers de l'histoire de la boxe dont on ne parle jamais.
C'est tout, c'est un physique d'Apollon qui nous a fascinés évidemment, c'est un mental et c'est aussi des images qui sont à jamais gravées dans mon cerveau, dans ma rétine, et dont la sauvagerie m'a fasciné. Holyfield, le 7e round contre George Foreman. Et on parlait de cette rage qui s'exprime chez Barrera. Qu'est-ce qui s'exprime chez Holyfield ce soir-là? C'est incroyable. Holyfield contre Michael Dox. C'est énorme. Revoyez-le. Bien sûr, Holyfield et sa trilogie légendaire contre Beau. Qu'est-ce qu'il donne là-dedans? Et puis c'est le phénix qui à chaque fois était fini et revenait. Il était absolument fascinant. Il était fascinant, Holyfield, vraiment. J'ai eu cette fascination pour Holyfield et je te dirais que j'ai trouvé, pugilistiquement parlant, j'ai trouvé mon compte et à plusieurs étapes de ma passion. Gamin, j'étais passionné parce que tu sais, c'était tout le magnétisme du Warrior. Et puis plus tard, je suis revenu sur lui que pour la partie technique. Et je suis revenu sur lui que sur sa partie là, de son cœur. Son cœur, tu peux avoir toutes les opinions que tu veux sur Holyfield, mais ce qu'il a matérialisé sur le ring chez des poids lourds, et c'est juste, c'est immense. C'est immense, et Holyfield, j'adore, et je te dirais que aussi c'est une question de culture, c'est une question aussi d'époque, c'est une question de nostalgie, mais Holyfield 89, 98, je surkiffe, j'adore éternellement. À vous, messieurs. Allez, pour l'aspect Warrior, c'est clair que on peut difficilement trouver mieux. Hein. Et puis, comme tu dis, c'est un maître technique évident parce que il n'est pas utile des poids lourds. Donc, les gars étaient souvent beaucoup plus charpentés que lui. Donc, il était obligé d'être super, comme Tyson d'ailleurs. Tout le monde dit Tyson puncher. Non, Tyson, c'est super technique aussi. Mais Holyfield, c'est hyper technique. Tu es obligé, quoi. Mais effectivement, on peut être que fasciné par le personnage. Je te rejoins totalement, quoi. Seb, toi et ton amour des poids lourds. Bah, moi, mon amour des poids lourds, oui, Holyfield, ça reste quelqu'un qui compte. Après, moi, je pense pas que je le mettrais dans mon top 10 de cœur. Okay. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, durant cette période, alors il était pas chez les lourds. Hein, c'était, je parlais de James Tooney, qui est monté après en lourd, mais c'était plus le boxeur que j'appréciais durant cette période. Donc c'est pour ça que je le mettrais pas dans mon cœur. Après, effectivement, je me rappelle de ces combats contre Tyson, là, où j'avais veillé jusqu'à point d'heure pour se voir arracher un bout d'oreille. Voilà. Le classique du casu, quoi. Bah, non, on l'a tous vu celui-là. vécu. Et toi, Boris? Bon, déjà, cette photo, elle est magnifique. Hein. À chaque fois que tu la mets... Bref. Bah déjà, Holyfield, si tu regardes la liste des adversaires, mais quel autre poids lourd dans la boxe moderne a une liste d'adversaires pareille? Oui. Il a pris tout le monde. Et même dans ta discussion Hall of Fame, tellement on oublie qu'il a pris Ray Mercer aussi. Tu vois. Il a pris tout le monde. Il s'est battu contre tout le monde. Et moi, je te dis que j'avais des critères. Bon, le critère de la gueule, il peut paraître con, mais Holyfield, c'est une gueule aussi. C'est une gueule. Et je te parlais d'histoire du boxeur. Ben moi, tu vois, c'est le seul où son histoire, en gros, je ne me suis pas intéressé parce que ses histoires, il les a faites sur le ring, lui. Ah ouais. Hein, c'est très vrai. C'est des histoires qui sont passées sur le ring. Tu n'as même pas besoin de t'intéresser à... Moi, je pensais, tu vois, Seb, il m'a un peu surpris. Je pensais qu'il serait dans le top cœur de tout le monde. Seb, alors que tu vois, Seb, tu fais pleurer mon petit en haut. Tu fais pleurer. Il pleure, que tu mettais pas Evander Holyfield et il comprend pas. Parce qu'il a beau être petit, lui, il est d'accord avec moi hein, sur Holyfield Foreman. Ouais. Tu fais pleurer le petit quand même. Hein. Ouais, Holyfield Foreman. Ouais, c'est. Holyfield, ouais, c'est peut-être le boxeur des années 90 avec Roy Jones. Non, mais
tu prends, c'est ce que je dis souvent, ce que je disais dans la discussion Hall of Fame que vous pouvez retrouver sur Holyfield, c'est que sa carrière, tu prends sa carrière, tu la déplaces dans les années 40, tu ne vois pas de différence. C'est une carrière proprement années 40. Ouais, tout à fait. Alors, c'est mon numéro 3. Voilà, on est sur des trucs énormes. Alors, on va aller sur le numéro 2. Alors, ils me connaissent, hein. C'est des corsaires. Si c'est des corsaires, c'est qu'ils apprécient le capitaine. Donc, ils savent très bien. Ils savent très bien les deux noms. Tapia et Arturo. Non. Oh, ouais, tu pop. Oui, mais pardon. Seb, dans quel ordre? Je vais vous dire mon numéro 2. Mon numéro 2, Johnny Tapia. Johnny Tapia, parce que c'est aussi une des plus belles choses que j'ai vues sur un ring. Ses combats sont incroyables. C'est un boxeur complet, all around, mais qui avait ce je ne sais quoi en attaque qui fait qu'il était comme personne d'autre. C'est une histoire, alors à la fois, c'est l'histoire peut-être l'histoire la plus sordide du sport que vous pouvez trouver. C'est voilà, le mec qui était à peine né que c'était un survivant, quoi. Et chaque jour qu'il a passé sur Terre, il survivait à cette histoire horrible. C'est fou, et tout ce qu'il a donné on regardait pas de la boxe, on regardait quelqu'un qui s'arrachait à la vie quand on le voyait boxer. Moi, je resterai je reste fasciné par ce personnage de Johnny Tapia. Et vous, les gars? Dis-moi juste une question. Il est décédé de quoi exactement, Johnny Tapia? Johnny Tapia, je pense qu'il est décédé d'une overdose, en fait. Il est décédé d'une crise cardiaque, mais qui était due à une prise de drogue. D'accord. Ouais. Moi, j'ai vu aucun combat de Johnny Tapia. Aucun. Ce que je connais, c'est la vidéo que vous avez fait. Je ne l'ai pas regardé depuis un moment, mais l'histoire m'avait marqué tellement que tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Toi, l'histoire de sa mère qui se fait enlever alors qu'il Alors qu'il a 8 ans, ouais. C'est une histoire de fou, toi. Mais pareil, tu vois, là, je ferai mes devoirs, mais bon, je ferai une parenthèse Johnny Tapia à un moment donné. Oui. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, c'est les petites catégories, donc c'est pas grave. Tu sais, comment dire, le retentissement des combats n'a pas été le même. Mais il y a vraiment beaucoup à regarder chez Johnny Tapia. On va aller chez Seb. Alors là, on n'est pas chez les poids lourds, Seb. Dis-nous. Alors moi, j'ai appris à le découvrir finalement avec ta discussion Hall of Fame que tu avais fait l'année dernière, si je me souviens bien. Tout à fait. Et effectivement, du côté boxe, je sais que ce que je vois de temps en temps sur Internet. Mais l'histoire est proprement invraisemblable, et comme tu le dis si bien, et ce qui se transparaît bien aussi quand tu en parles, c'est effectivement le mec survit, en fait, vit quand il est sur le ring, quoi, quand il fait un combat. Sinon, c'est compliqué, hein. C'est vraiment une vie d'autodestruction. Et puis une vie aussi, voilà, comme tu dis, il est né, c'était déjà un survivant, hein. Donc, moi, je le mettrai pas dans mon top 10 du cœur parce que je le connais que via la vidéo que tu avais réalisée et qui, je trouve, faisait vraiment transparaître toutes les difficultés que ce personnage avait en dehors de la boxe, et à chaque fois il revenait, et je crois qu'en plus il a mis du temps avant de perdre son premier combat, si je me souviens bien. Donc tu te dis, le mec, voilà, c'est non seulement il est dans les addictions et dans les dépressions, mais en plus il perd pas sur un ring, quoi. Donc c'est vraiment un warrior. Ouais. Hallucinant. Elle est parlante, cette photo, quand même, hein. Elle est parlante. Ouais. Et toi, chez Seb, Johnny Tapia, c'est une figure pour toi ou pas? Bah écoute, pareil, je l'ai découvert grâce à ta vidéo Hall of Fame. Histoire marquante. Et aussi le fait que ce soit moins médiatisé, parce que petite catégorie, j'en connais pas assez pour qu'il figure dans mon top 10, quoi. Mais effectivement, ça donne envie de s'y plonger. Le temps
On n'a pas eu pour ça encore. Et j'aurais une question. À quand un bouquin du Captain sur Tony Tapia, sur la biographie de Tony Tapia? Il y en a eu aux États-Unis, mais je me doute, c'est vrai que ça serait très bien que ça soit au moins traduit en français. Parce que il n'y a pas eu un film, ça pourrait très bien faire. Il y a eu un documentaire aussi après sa mort, un documentaire aussi qui est pas mal. Qui est peut-être pas assez, je trouve, assez profond sur tout son aspect pugilistique. En quoi c'est un maître, un vrai maître pugilistique. C'est ce qui m'a toujours un petit peu, enfin pas gêné, mais qui m'a toujours un peu frustré dans ce documentaire qui est un documentaire de HBO d'ailleurs. Mais ouais, non, je vous conseille, il y a un documentaire facilement trouvable, hein, je crois, sur YouTube, et puis il y a un livre en anglais évidemment, qui est très très bon, que nous avait présenté Nicolas de Culture Box. Voilà mon numéro 2. Et donc, on va sur le number 1. Et là, tout simplement, il n'y a pas de surprise parce que quand on parle de boxe, mais qu'on a atteint un niveau métaphysique et qu'on dépasse même Holyfield sur ce terrain-là, il n'y a rien à dire. Mon numéro 1, c'est Arturo Gatti. Arturo Gatti, peu importe qu'il ait beaucoup perdu, qu'il n'ait pas assez gagné. Peu importe, Arturo Gatti, c'était déjà un très bon boxeur. Le plus grand, bien sûr que non. Mais c'est quelqu'un au cœur qui est incomparable. Et aucun autre ne pourra jamais assez donner pour arriver au niveau qu'a délivré Arturo Gatti sur un ring. Voilà, le cœur en action. Never give up. Never give up. Alors que tu côtoies la mort. C'est juste, c'est trop sublime. C'est trop sublime. Je pense qu'Arturo aussi avait peut-être cette qualité inconsciente, c'est qu'il passait bien l'image. Il a ce visage cinégénique. Il a cette gueule. Il a ces expressions du visage. Rappelez-vous, quand il est knockdown au 9e round contre Mickey Ward dans le premier combat, et ce visage de souffrance qui n'accepte pas de se résoudre à la souffrance et qui repart. Pour là, on côtoie la mort. On côtoie la mort. Et on est sur quelqu'un qui n'avait plus de problème à côtoyer la mort. Vraiment. Et en cela, c'est quelqu'un qui a fait des retournements de situation. Pas une fois dans sa carrière, pas 2 fois, pas 3 fois, mais énormément de fois. Il y a des retournements de situation improbables. C'est les années 90, c'est les années 2000. C'est un personnage encore tragique de la boxe. L'un des plus tragiques de la boxe aussi. C'est un don de soi. Arturo Gatti, je pense qu'il a fait le don de lui au dieu de la boxe. Et il était très heureux comme ça. Je pense que les seules fois où il a été heureux, c'était là-dessus. Et voilà, c'est un exemple parce que tu sais, on parle, tu sais, en tant qu'écrivain, on est toujours dans la métaphore. Tu sais, on est toujours dans l'image. Quelle image tu peux donner pour symboliser le courage, pour symboliser la témérité, pour symboliser le fait de continuer. On n'est plus dans le domaine des mots. Les mots n'ont plus de sens. Tu montres Arturo Gatti et tout le monde comprend. Et tout le monde est ému. Je n'ai jamais vu, sportivement parlant, je te parle du sport, il n'y a pas plus beau que le 3e combat et la fin du 3e combat. Il n'y a pas plus beau au monde. Tu ne trouveras jamais plus beau. Le beau avec un grand B comme Kantien, comme Emmanuel Kant pouvait en parler, tu vois. Il n'y a pas plus beau. Le beau, c'est ça. Et pour l'atteindre, il fallait que ça soit Arturo Gatti et Mickey Ward. Arturo Gatti, c'est mon numéro 1 pour la vie. Et vous, les gars, qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'adore aussi. Pareil, je l'ai découvert grâce à toi, Captain. Et franchement, comme tu dis, le 3e combat, la fin, la fraternité aussi avec Mickey Ward, c'est tellement touchant. Cette fraternité, cette amitié qui est née de cette trilogie-là, c'est tellement beau. Enfin, on peut être que être touché, quoi. En plus, comme tu disais, il est photogénique, il a une gueule. Et voilà, quoi. Enfin, on ne peut pas plus grand warrior que lui, quoi. Ouais, moi, il était aussi dans mon top 10. D'ailleurs, le fond d'écran de mon portable, c'est Arturo. C'est Arturo, ouais, avec Mickey Ward.
Ouais, bah, tu vois. Ouais, c'est une belle image. C'est une image qui fait toujours du bien. Toujours du bien. Et toi, Seb? Ah, moi, c'est clairement, je suis Seb aussi. C'est un boxeur qui m'a toujours procuré beaucoup d'émotions à le regarder boxer. C'est vrai que ce match 3, alors Seb, tout à l'heure, tu parlais du dernier round, mais avant le dernier round aussi, le match 3, c'est parce que Gatti accepte d'avoir cette belle pour, comme dernier match, comme dernier combat de Ward, pour clôturer tout ça. Il était absolument pas obligé, si je me souviens bien, d'accepter ce combat. En plus, les mecs, ils se mettent sur la gueule pendant 30 rounds. Voilà, c'est même pas des champions. Ils se brisent la main au quatrième. Quatrième, Ils se brisent la main. Ouais. Et cette phrase iconique où il y a Buddy McGee qui fait qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et Arthur Gatti qui respire, il fait keep going. On continue. On continue. Ah ouais, mais ça, et là, tu passes sur un truc. Ah bah là, c'est énorme. L'entraîneur, il savait très bien qu'il allait répondre ça. Enfin, tu vois déjà le mec qui se relève du knockdown du premier match. Enfin, il n'y a que lui pour se relever d'un tel body shot, quoi. Donc tu sais très bien que la main cassée, il y va. Hein. Je pense que le décollement de la rétine, tout ça, il y va quand même. Hein. Donc c'est aussi ouais, c'est ça, c'est son entraîneur qui connaît super bien son boxeur et qui va certainement pas lui dire on jette l'éponge, qui lui dit bah qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme ça l'autre il reste motivé dans son combat, quoi. Non, je pense qu'en fait l'entraîneur il panique, quoi. Je veux dire, pourtant le mec il panique et lui il rassure l'entraîneur, il dit non, t'inquiète, je continue, quoi. Enfin, c'est lui qui maîtrise le truc, quoi. Alors que ça devrait être l'inverse, normalement. Ça devrait être l'inverse. Devrait avoir l'entraîneur qui rassure son boxeur, etc. Non, là, c'est l'inverse qui se passe. C'est Gatti qui prend le leadership et qui dit non, c'est moi qui décide de continuer, je prends le leadership, j'y vais, t'inquiète pas, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et toi, Boris? Alors, je vais peut-être blasphémer. Non, attends. Ne me condamnez pas tout de suite. C'est sur le combat. Moi, le combat de Gatti que je revois le plus, c'est contre Robinson. Ouais, aussi. C'est pourquoi, j'en sais rien. Alors peut-être parce que c'est le premier que j'ai vu de Gatti et ça m'a marqué. Mais ce combat-là, je me le remets souvent. Il y a tout. Le gars, il rentre sur du Rocky pour te faire Rocky. Tu vois, t'as le film devant toi. Ce combat-là, il m'a vraiment marqué. Peut-être plus que les autres. Parce que pour le coup, les autres, on m'avait bien vendu le truc. Donc, je m'attendais un peu à voir un truc de dingue. Par contre, Gatti Robinson, je me rappelle même plus comment j'ai vu ça. Il m'a le premier. Hein. Ouais. Il m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Et là, tu te dis que comment dire, ça tient aussi aux arbitres parce que les arbitres peuvent arrêter les combats plusieurs fois là, et ils continuent. Et notamment le premier le premier contre Ward où il a toutes les occasions d'arrêter et qui ne l'arrête pas. Il sait pas qui arrêter, quoi. Mais j'ai l'impression que Gatti il a un don, c'est de mettre le coup pile au moment pour pas que ça s'arrête. C'est vrai ça. De répliquer à la seconde où il faut. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça durait une ou deux secondes de plus et ils allaient arrêter. Ouais, c'est incroyable. Il y a tellement à dire. Donc, même si c'est pas les mêmes combats que tu aimes, et c'est bien la preuve qu'Arthur Gatti, il délivre tellement de combats à regarder, qui sont des Rocky, qui sont des films en concret, comme tu le dis, t'as raison. Mais aussi dans ton top 10 du cœur, Boris? Ouais, bah, là, mais rien qu'il n'y a eu que ce combat-là, il y serait déjà. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, mes chers corsaires, voilà le top 10 du cœur du Captain. Alors, je pense que je vous ai à la fois
pas surpris. Je pense que vous me connaissez bien. Alors que c'est bientôt la fin de la vidéo, ils sont contents. J'espère que vous qui nous regardez, vous n'êtes pas encore contents, mais voilà, c'était le top 10 du cœur du Captain. Votre impression finale, le Captain reste le Captain ou il doit être jugé en cour martiale? Non, le Captain, là, il n'y a pas de jugement possible parce que tu as annoncé la couleur, c'est totalement subjectif. Donc, c'est ton top 10 du cœur, il n'y a pas de souci. De toute façon, comme tu dis, on pouvait en mettre 10, 20, 30. On adore tellement de boxeurs. Moi, j'avais mis, moi, j'adore, c'est Julian Jackson pour l'esthétisme, pour la précision du geste. J'adore. Et ce que j'avais mis aussi, c'est McCallum pour la beauté du mec et de sa boxe. Discussion Hall of Fame disponible. Ouais, superbe. McCallum Toney, c'est tellement beau à voir. C'est deux artistes. Ouais. Et c'est extraordinaire. Et Larry Holmes en poids lourd, moi j'aurais mis Larry Holmes parce que j'aime bien le côté mal aimé. Le type qui sait pas trop se vendre. Disponible. Et en plus, on l'a intitulé le mal aimé. Donc c'est parfait. Ouais, chez Seb n'est pas corsaire pour rien. On se comprend. Voilà. Les gars, Boris, Seb et chez Seb, vraiment merci de m'avoir accompagné là-dessus. On vous redit encore que vous pouvez nous rejoindre en tant que corsaire en appuyant sur le bouton rejoindre. Boris y tient particulièrement, il me le dit à chaque fois. Et d'ailleurs, tu oublies de dire que tout corsaire qui s'abonne bénéficie d'un pass gratuit de bus à Saint-Étienne. Quelle autre chaîne vous permet ça? Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais, c'est une offre unique, ça. C'est une offre unique. Personne. Voilà. À Saint-Étienne en plus. À Saint-Étienne. Entre voilà. 2 cartes jacking et des vols de portable, il y a des choses à voir ici. Ah, mais il y a des choses à voir. Voilà. Bon, Boris, merci pour ton aide. C'est bien vendu. Merci aussi de me soutenir et chez Seb aussi. Voilà, ce sont des corsaires. Merci de nous avoir invités. Et on se vient bientôt pour d'autres aventures box, évidemment, et pas que sur la chaîne. Ciao les gars!